Dans la première partie, nous avons vu comment les données du Big Data collectées par les objets connectés du quotidien peuvent faciliter le diagnostic grâce à une meilleure connaissance plus globale du patient. Pour autant, cette potentielle amélioration triomphante va se heurter à la réalité balbutiante. Tout cela amène en effet un certain nombre de questions. Les données du Big Data sont-elles fiables? On le voit, toutes ces données sont produites par une multitude d'objets dont certains sont parfaitement identifiés et calibrés, parfois disposant du marquage CE. À ce jour, des objets connectés sont dénoncés comme étant peu fiables ou fournissant des données aux valeurs erronées. Beaucoup d'objets connectés ne disposent pas de ce marquage CE, de fait, leur fiabilité n'est pas contrôlée. Or, certaines variables comme le poids sont utilisées dans beaucoup de calculs servant aux médecins. La dénutrition, qui constitue un risque grave pour la santé, utilise le poids et ses variations. Prenons le cas de Camille, qui a fait un malaise. Elle est suivie par son médecin traitant qui vient l'ausculter et lui demande son poids, et si celui-ci a varié, ce qui pourrait constituer un symptôme de dénutrition. En général, votre médecin traitant ne vous pèse pas et s'appuie sur le ou les données que vous allez lui fournir. En toute bonne foi, Camille n'a pas vu de variation significative, sa balance lui fournissant des valeurs mal étalonnées. Le médecin passera alors à côté d'un symptôme grave, susceptible d'entraîner de nombreuses complications, pouvant entraîner la mort de la personne. On ne peut par conséquent se permettre de disposer de données fausses. Un diagnostic pointu pourrait s'avérer erroné sur la base de données inexactes. Il s'agit d'un risque inacceptable, tout d'abord pour le patient lui-même, pour les professionnels qu'il prenne en charge, pour sa famille et ses aidants, et pour la communauté qui, au final, finance les soins et les erreurs de diagnostic susceptibles de survenir. Comment échapper à l'infobésité ? Rapidement, le praticien peut être confronté à l'irruption d'un très important volume de données qu'il va falloir trier pour identifier lesquelles sont pertinentes afin de réaliser le bon diagnostic. C'est un vrai problème aujourd'hui. Des moteurs d'intelligence artificielle répertorient, trient, classent des volumes énormes de données pour apporter une aide au diagnostic. Déterminer l'obsolescence des données et à partir de quand il n'est plus nécessaire de les conserver constitue également un enjeu majeur. Il sera alors nécessaire de déterminer les données à conserver, car significatives et faisant partie de l'histoire de la maladie, notamment de celles qui pourront être purement et simplement supprimées. Les données, et plus particulièrement les données médicales, doivent-elles être partagées entre tous les acteurs? À ce jour, ce n'est pas encore le cas. Tout d'abord, certaines données sont enfermées dans des coffres-forts dès leur production et sont jalousement gardées. Tous les acteurs de la prise en charge, qu'elles soient sanitaires ou médico-sociales, ne partagent pas encore leurs données, d'autant que la loi ne le permet pas. D'autres conservent encore jalousement les données comme si elles leur appartenaient. C'est les miennes. Or, ce partage est une condition sine qua non de la bonne coordination d'un parcours dans toutes ses dimensions. Seule la bonne compréhension de l'état du patient dans toutes ses dimensions permet de faire progresser la guérison. Y a-t-il un risque supplémentaire de fracture numérique? Produire les différentes données, suivre le patient à distance, réévaluer le traitement, nécessite des moyens techniques et de communication dont ne disposent pas tous nos concitoyens. N'oublions pas qu'il existe encore de trop nombreux endroits sur le territoire où on ne capte pas et qui ne bénéficient pas de l'Internet haut débit. Alors que le numérique constitue une formidable opportunité, il ne faudrait pas que se creuse le lit d'une médecine à deux vitesses du fait d'une fracture numérique croissante. Surveillance ou surveillance? Les données produites vont permettre aux patients de gérer mieux sa santé, mais également aux professionnels du parcours de suivre et de réajuster la prise en charge. Pour autant, toutes ces données nous dévoilent, révèlent notre intimité, notre vie personnelle, l'état précis de notre santé, physique et mentale. Or aujourd'hui, on constate que ces données sont bien souvent revendues à notre insu à des sociétés qui s'en servent pour nous cibler et essayer de nous vendre des produits ou des abonnements. De plus, toutes ces informations pourraient permettre à des organismes bancaires ou des assureurs de refuser un prêt ou d'en changer significativement le taux au motif que vous souffrez d'une pathologie ou pire, que le décryptage de votre ADN révèle que vous présentez certains risques. Il y a donc un risque de surveillance. Paradoxalement, cette possible surveillance semble peu inquiéter les générations les plus jeunes, considérant que la mise à disposition de leurs données leur permet d'accéder à des services gratuits sur Internet. Définir les règles éthiques dans le respect des attentes de chacun constitue un point de difficulté qu'il faut lever. En conclusion, on le voit, rien n'est simple dans le numérique, et plus particulièrement en santé. Nous sommes confrontés à aller au-devant de l'homme dans ce qu'il a de plus fragile, tout en respectant nos libertés fondamentales. C'est l'enjeu qui nous concerne tous. Saurez-vous mettre le curseur au bon endroit ?